Mais si on n'approche pas la cause, mais c'est des États qui officiellement soutiennent ce terrorisme. Quand ils attaquent les Mali, ils vont où? Mais la Mauritanie et l'Algérie, leur implication dans ce qui nous arrive est connue de tout le monde. Mais pourquoi vous voulez caresser dans le sens du poil? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des États voisins qui ne sont pas amicaux avec le Mali. Il y a des États voisins qui ne nous aident pas pendant que nous les avons aidés à être indépendants. Nous les avons aidés à être indépendants, c'est parce qu'ils nous ont aidés en 63 qu'on a pu circonscrire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est à visage découvert. Mais l'imam est où? C'est pas en Algérie. D'autres personnes qui nous attaquent, ils sont où? Ils ne sont pas en Algérie. Le drone a été abattu au Mali. Pourquoi? Parce que nous étions sur le point d'éliminer certains. Ils sont où? Ils ne sont pas en Algérie. S'ils ne sont pas en Algérie, ils sont soignés où? C'est pas en Mauritanie. Et vous ne voulez pas qu'on le dise. Non. Moi, je pense qu'on est contraint de vivre ensemble. Mais il faut que ces pays sachent et raison garder que ce qui nous arrive aujourd'hui peut les arriver demain et que nous, on est toujours dans une position de paix, dans une position pacifiste. Le Mali peut aussi alimenter des rébellions dans ces pays. D'accord. Nous pouvons le faire. Okay. Et nous avons tous les ingrédients, notamment en Mauritanie, où vous avez un apartheid, comment on appelle, Haratine, oui, je ne sais pas Haratine, là, comment on appelle, Bédouine, sur les populations noires. Et tout le sud, les villes de la Mauritanie, Sigil Massa ou bien Nema ou bien... Non, je termine avec ça. L'Empire, c'est-à-dire que les vestiges de l'Empire du Ghana, mais ce n'est pas de l'histoire de la Mauritanie, mais pourtant on leur a donné. Donc nous, on a les éléments sociologiques, on a les éléments historiques pour déclencher aussi une guerre en Mauritanie contre le pouvoir, comment on appelle, blanc raciste, qui est en train de, torturer et de déshumaniser les Noirs en Mauritanie. On peut le faire. Nous aussi, nous pouvons nous mêler de la guerre en Algérie. Donc, il ne faut pas qu'on en arrive là. Le Mali est encore dans une posture de paix. Il faut que les voisins comprennent que trop c'est trop. Il peut arriver un jour où nous aussi, nous allons prendre la posture d'alimenter ces rébellions dans ce pays-là, on verra. Ok. Ouais, moi, je pense que l'axe Bamako-Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il y a des menaces, mais ce n'est pas au même niveau maintenant que l'axe Bamako-Dakar. Et pour des raisons, selon mon analyse, je me dis, aujourd'hui, le PASTEF au pouvoir, avec sa volonté souverainiste sur l'économie française et sur l'économie sénégalaise, ça dérange beaucoup l'économie, ça dérange beaucoup la France. Énormément. Donc, pourquoi s'attaquer à ce corridor-là? Parce que le Sénégal aussi aujourd'hui peut se constituer en danger par rapport à cette nébuleuse. Donc moi je pense que ce qu'il faut, c'est de mettre en synergie nos intelligences, nos capacités militaires, nos capacités sociologiques pour pouvoir contrer. Parce que le GENIM, les gens parlent GENIM, les gens parlent de mais qu'est-ce qui est derrière le GENIM? C'est pas le GENIM. C'est pas le GENIM. Et la description que M. Ba vient de faire, la description sociologique de notre société, je ne dis pas que le GENIM n'a pas beaucoup de cadres, mais il s'inspire de quoi? Il s'inspire des études sociologiques que la France a faites au Mali. Les études anthropologiques que la France a faites au Mali. Il s'inspire de ça. Et puis mieux, quand on voit les modalités d'attaque, mais on ne peut pas dire que c'est les petits panthères qu'on voit dans les vidéos qui font ce genre d'attaque. Ah non! D'accord. Brûler tout un village en un laps de temps, brûler tout un quart en un laps de temps, ça se fait avec des fusils. Utiliser des drones. Aujourd'hui, il y a le drone lance-flamme que l'Ukraine utilise aujourd'hui. Et il y a le fusil lance-flamme que la France a utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a utilisé dans le pays, en Vietnam. Donc, il y a beaucoup d'ingrédients qui nous amènent à dire que le GENIM travaille pour la France. Okay. Et ça, il ne faut pas que les gens aient peur de le dire. Le GENIM est en train de travailler. Parce qu'aujourd'hui, économiquement, la France a des problèmes, de sérieux problèmes. Et qu'est-ce qu'elle veut? Il faut maintenir nos pays dans la précarité. Maintenant, un petit rappel, s'il vous plaît. En 2008, lorsque le gouvernement de Sarkozy a mis le Mali en rouge, il y a un ministre malien qui m'a raconté l'histoire. Quand c'est fait, lui, il a appelé l'ambassadeur de France à Bamako pour lui dire, mais pourquoi vous mettez la destination Mali en rouge comme ça? Il dit oui, parce que
vous avez distribué les permis d'exploration pétrolière à tout le monde sauf à la France. Mais il dit, mais est-ce que la France a demandé? Il dit, mais la France n'a pas besoin de demander. Parce que dans sa subconscience, il y a un accord colonial qui donne à la France la primauté sur nos matières premières. D'accord. Donc du coup, et ça, la guerre, la rébellion de 2012 est partie de là. Okay. Et à travers, à travers des années, à travers non. Mais, voilà, d'accord. Donc je vais terminer rapidement. Lâchez maintenant. Voilà, je vais terminer rapidement. Et surtout les enlèvements. Quand les enlèvements ont commencé au Niger, ça s'est terminé au Mali. Quand les enlèvements ont commencé en Mauritanie, ça s'est terminé au Mali. Et ça, de fil en aiguille, ils ont commencé à mettre en place la rébellion. D'accord. Sous le regard de tout le monde. Et donc aujourd'hui, moi je pense En fait, moi je voudrais juste préciser que sur ce plateau, chacun est libre de ses opinions et chacun est indépendant. Je pense que j'ai précisé donnez vos points de vue et ne vous attaquez pas aux gens, sinon vous allez la réplique nécessaire. Non, ce ne sera pas la Donc moi je veux simplement dire une chose. Ce pays a négocié de 1963 jusqu'à maintenant. On a eu combien d'accords de paix qu'on a signés? Tous ces accords de paix étaient le fruit de négociations âpres. Ça a donné quoi? Il faut inverser la tendance. Tant que nous n'aurons pas une armée forte, tant que la balance ne changera pas de notre côté, tant qu'on ne négociera pas en situation de force, on ne sera pas entendu. Aujourd'hui, si tu veux négocier avec Yad, comment tu fais? Ceux qui disent cri là, négocier là. Mais moi, je veux que l'État les commette pour aller négocier. Comment ils vont négocier avec Yad? Est-ce qu'ils connaissent sa position? Avec Koufa, comment ils vont négocier avec Koufa? Mais vous faites comme si on ne veut pas, on veut négocier, mais on n'a pas d'interlocuteur de bonne foi. Ils sont figés sur une position. Le vivre ensemble que nous avons eu ici, comme on appelle millénaire dans ce pays, les chrétiens, les musulmans, ceux qui ne sont même pas religieux, des kamites, des athées, on vit en harmonie dans ce pays des millénaires. Mais vous ne pouvez pas venir imposer une charia à une république, comme on appelle le laïque, qui vit en harmonie depuis des siècles, depuis les temps immémoriaux. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On ne peut pas non plus accepter qu'on vive dans un pays à double vitesse, que dans des régions on est la charia, dans d'autres on n'est pas. Donc c'est ça qui est le problème. Mais on a donné les bases de la négociation. Comme on appelle la laïcité de l'État n'est pas négociable. On a donné des bases. S'il respecte ces bases-là, la négociation est possible. Deux, je répète encore une fois, je dis la neutralité dans le contexte actuel du Mali est une lâcheté. Il faut avoir le courage de ses opinions. On ne peut pas être neutre. J'aurais aimé que vous aussi non, ce n'est pas moi. Votre point de vue. Ce n'est pas eux. Sans parler de lâcheté. Ce n'est pas ça. Okay, il y a un grand avocat du Congo qui a fait partie d'un concours d'éloquence en Suisse. C'est lui qui l'a développé. Donc, je ne l'ai pas cité, mais j'ai pris ces mots. Donc, je vous demande simplement d'écouter ce plaidoyer-là. Vous vous rendez compte, c'est quoi la neutralité? On ne peut pas être neutre dans une situation, deux personnes se battent. Mais vous ne pouvez pas être neutre quoi. Dans le contexte actuel du Mali, chacun doit choisir son camp. Mais on nous impose une guerre qu'on n'a pas cherchée. Depuis 1963, on est en guerre. Chaque 10 ans, on revient, on fait des accords de paix. Mais tu crois que nous, au Sud aussi, on n'a pas de revendications? Mais nous, on est soumis au concours, pendant que d'autres sont intégrés dans la fonction publique, sont intégrés dans les forces armées de sécurité. Comme vous l'avez dit, pour moi, il ne saurait être question de mise en garde, c'est des prétentions. La nébuleuse peut toujours avoir les moyens de ses prétentions, parce que, de mon analyse, c'est une guerre qui nous est imposée. C'est comme le disait l'un des grands stratèges militaires, Clausewitz, c'est la continuité de la politique par d'autres moyens. Et c'est une guerre imposée et financée au Mali et à l'AES par des puissances étrangères, parmi lesquelles il me semble la France, en premier lieu, et parmi lesquels vous avez l'Ukraine qui s'est prononcée officiellement, et dont aussi certaines monarchies du Golfe telles que le Qatar. Et cette lutte est relayée dans la sous-région par des pays voisins comme l'Algérie, la Mauritanie et des organisations sous-régionales comme l'UEMOA, comme la CEDEAO. Tout ça pour maintenir nos pays-là dans ce qu'on appelle, le Clausewitz appelé dans le brouillard de la guerre, pour qu'on ne s'occupe pas des vraies questions de développement. Et moi, il me semble, de par mon expérience et de par mes petits voyages à l'intérieur du pays, que la question fondamentale qui nous est posée, c'est à cause de nos ressources. Ce pays est immensement riche de pétrole. Et on ne veut pas, les monarchies du Golfe ne veulent pas que le Mali exploite son pétrole.
Et on nous impose la guerre perpétuelle pour que dans ce brouillard-là, nous n'ayons jamais la décision pour comment on appelle, nous développer. Et donc, moi, face à la question, moi, j'ai 4 propositions de solution. La première proposition, c'est que je pense que le Mali devrait, pour moi, activer comme on appelle, les structures d'autodéfense traditionnelles qui ont existé, parce que nous sommes un pays quand même de résistance qui a fait 70 ans de guerre contre la pénétration coloniale. Comment on l'a fait? Parce que dans les villages, il y avait des structures d'autodéfense. Mais je souhaite que ce soit des structures d'autodéfense encadrées, pour que ce ne soit pas l'armée rouge de la Chine ou bien la milice sous la Première République, encadrés, qui vont relever, c'est-à-dire qu'on fait un quadrage du pays, chaque village a ces groupes d'autodéfense qu'on active, et ces groupes d'autodéfense sont reliés à un officier de l'armée malienne, qui peut avoir une équipe à côté de lui, mais qui aura pour mission de souvent aller dans ces villages-là, à connaître la géographie militaire, les reliefs et tout, et être le point direct, focal, entre l'armée et ces groupes-là, et faire en sorte que, pour leur dire, ok, les meilleurs qui se distingueront dans ces groupes-là vont être la pépinière de recrutement de l'armée. Et en ce moment, avec cet encadrement, ça va être bien. On a vu l'expérience des VDP au Burkina, ça porte fruit. Si nous ne le faisons pas, l'armée ne peut pas être présente sur tout. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, moi, j'interdirais la binationalité Mali-Algérie, Mali-Mauritanie. Tous les Maliens qui ont ces doubles nationalités devront choisir. Parce que quand ils sont au Mali, ils sont maliens. Ils sont dans ces pays-là, ils ont la nationalité. Ça crée un problème. Troisièmement, je crois qu'il y a des... Comment on appelle... il y a un grand stratège aussi à côté de Clausewitz qu'on appelle Sun Tzu. L'art de la guerre. Donc la guerre est une technique, la guerre est un art. Et la guerre que ces gens-là nous opposent, c'est la guérilla en fait. La guérilla, tu ne vois pas l'ennemi au-delà. Donc il faut gagner la guerre sans combattre. Donc il faut couper tous les relais locaux. Et le dernier point avant que je donne la parole. Oui, donc tous les relais locaux de ces gens, tous ceux qui les soutiennent au-delà, les identifier, les sources d'approvisionnement, ils se déplacent, donc il faut faire ça. Et troisièmement, moi je dis, quatrièmement, pour moi, l'une des solutions passe aussi par la reconnaissance diplomatique de l'État d'Israël pour moi. Parce qu'en réalité, c'est une question de géopolitique. Et ça va changer le regard du monde sur nous. C'est à nous simplement de savoir négocier notre partenariat avec l'Israël pour que, comme on appelle, on ait d'autres soutiens, mais aussi tous ces pays-là, la France, les États-Unis, là,